20 minutes, avec 10 minutes de discussion. Alors, Taher va nous faire une présentation sur les ressources en eau et le développement métier, quelles conséquences pour les politiques publiques dans les pays avec un stress hydrique. Merci, Monsieur le Président. Voilà, c'est parfait. Donc effectivement, suite à votre petite introduction, nous allons parler maintenant de ces questions de ressources en eau et de développement métier et les conséquences que cela peut représenter pour les politiques publiques dans des pays à stress hydrique. Le plan que je vais adopter au cours de cette présentation est le suivant. Tout d'abord, je vais revenir sur la notion d'empreinte hydrique, avec tout ce que cela suppose comme concept qu'il peut y avoir derrière. Puis rapidement, on va parler des méthodes d'étude des besoins hydriques pour l'élevage bovin. Et vous allez voir, je ne vais pas parler que d'élevage bovin, mais que d'élevage laitier, mais d'élevage bovin. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Puis, pour illustrer mon propos, j'irai sur les études de cas au niveau du Maroc, notamment en revenant sur le concept qu'il y a derrière cette affaire de valorisation de l'eau par l'élevage, parler des volumes d'eau appliqués à la parcelle quand on irrigue les fourrages, l'origine de cette eau, on va voir que c'est fondamental. Par la suite, la biomasse fourragère et les rations qui sont distribuées aux bovins, aussi bien les vaches et les animaux de leur suite, les jeunes veaux, et finalement les performances zootechniques et les indicateurs de valorisation volumétrique et économique de l'eau. Puis je finirai donc par des perspectives à cette question et une série de conclusions. Donc, justement, par rapport à cette affaire donc, de notion d'empreinte hydrique, tout simplement la définition retrouve le mot empreinte hydrique, c'est tout simplement les usages d'eau d'un groupe humain en vue de satisfaire ses besoins. Alors, il y a différents types de besoins, et bien entendu, vous le savez tous, l'agriculture, c'est entre 70 jusqu'à 90% donc, des retraits d'eau dans la majorité des pays du monde, et donc il faut accorder une importance extrême à ces volumes. Alors il y a un organisme international qui s'appelle le Water Footprint Network, je pense, en Hollande, qui travaille énormément sur ces questions. Et donc parmi les recommandations, les résultats de leurs recherches, là vous avez quelques exemples d'indicateurs donc de volume d'eau pour produire des produits communs, comme par exemple 1 kg de steak, 15 500 litres d'eau pour 1 kg de viande bovine. Par exemple, on parlait tout à l'heure des céréales, tu en parlais, Christian, 1 kg de céréales, c'est l'équivalent de 1 m3, donc 1000 litres. Et puis vous voyez, au fond, à votre droite, il y a le lait. Et on retrouve 1000 litres d'eau, donc 1 m3 d'eau, pour produire 1 litre de lait. Et je pense que c'est un bon indicateur qu'il faut garder en tête, parce qu'on va en parler par la suite. Alors, l'autre question qu'il y a derrière ces histoires d'eau, c'est bien entendu l'origine de l'eau. Et on va voir, c'est primordial. Alors, dans la bibliographie internationale, on distingue en fait l'eau verte, tout simplement c'est l'eau de pluie, et on va voir que c'est, à mon avis, stratégique, c'est là où il y a des choses à faire. Puis il y a l'eau bleue. L'eau bleue, c'est l'eau d'irrigation, et cette eau d'irrigation, elle a été promue très fortement au cours des 50 dernières années, on va y revenir par la suite. Et il y a aussi l'eau grise, qui est l'eau nécessaire pour se débarrasser donc, des polluants que peuvent induire les activités en eau. Et à cela, ceux qui font des bilans vous disent qu'il faut aussi rajouter ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Et finalement, toute l'eau qui est utilisée à un endroit pour produire un bien et qu'on va importer dans un système. C'est-à-dire, si par exemple j'utilise un aliment concentré pour nourrir une vache et que cet aliment il vient d'Ukraine, ben c'est l'eau virtuelle qui est importée depuis l'Ukraine. Et donc, dans les pays à stress hydrique, en fait, l'eau virtuelle a été souvent utilisée comme un outil fondamental pour parer au stress. Il suffit de voir les importations de poudre de lait, on en a parlé ce matin dans certains pays, et il y a aussi carrément des importations de grains pour nourrir donc, des populations dans des pays à stress hydrique. Et donc c'est effectivement une solution qui est empruntée par la majorité des pays à stress hydrique pour nourrir leur population. Alors je disais tout à l'heure qu'au cours des 60 dernières années, si on parle de la révolution verte, après la Deuxième Guerre mondiale, en fait on se rend compte que si l'humanité a pu tenir le pari d'augmenter la production de grains pour nourrir une population qui augmente très fortement, ben finalement ça c'est surtout dû à des usages beaucoup plus intensifs d'eau, c'est ce que vous voyez sur
le graphe, c'est la ligne rouge sur le graphe, et aussi aux usages beaucoup plus intensifs d'azote en d'engrais azotés. Et vous connaissez bien sûr tout ce qu'il y a derrière comme discussion sur le coût carboné, parce que pour produire des engrais azotés, ça a un coût carboné, et l'eau, c'est principalement les irrigations. La sphère, ou bien la surface irriguée a beaucoup augmenté dans beaucoup de pays, et le Maroc en fait partie. Et on verra tout à l'heure, je suis sûr, au cas de l'Inde, ce sera exactement les mêmes considérations. Alors bien sûr, la question qui se pose, est-ce que c'est durable? Est-ce qu'on peut continuer à promouvoir l'irrigation comme première voie pour parer au problème de l'eau? Et surtout, il y a toutes les questions par rapport aux adaptations nécessaires. On sait tous que cette histoire de changement climatique, aujourd'hui, ce n'est plus des parents en l'air, on le vit au quotidien. Alors maintenant, quant aux méthodes d'étude de ces besoins hydriques pour l'élevage bovin. Tout d'abord, très rapidement rappeler le contexte. Le Maroc, c'est surtout un pays aride à semi-aride, ça a été dit ce matin, au moment avec malheureusement des aléas climatiques très accentués entre années. On a des années relativement favorables et surtout, malheureusement, des années très peu pluvieuses. On vient d'en vivre une année dernière avec toutes les conséquences que vous pouvez deviner sur la production animale et la production de fourrage. Donc, 78% de la surface du pays carrément aride. Et ce matin, il y a des questions. Est-ce qu'on peut penser à mettre de l'élevage bovin dans des zones arides où il pleut moins de 200 mm? On peut poser ces questions. Et en fait, seuls 7%, ce qui est en haut, en numéro 1, est dans la zone qu'on peut considérer comme subhumide, avec des précipitations aux alentours de 600 à 800 mm par an. L'autre observation qu'on fait, ça a aussi été dit ce matin, 65% des volumes de lait qui sont aujourd'hui collectés par l'industrie laitière proviennent en fait des zones où il y a eu une installation d'une infrastructure d'irrigation, ce qu'on appelle chez nous la grande hydraulique, des barrages qui vont irriguer en aval des plaines irriguées. Donc dans ce cas, on voit bien que l'élevage bovin intensif repose totalement sur une irrigation qui est obligatoire. Juste pour un rappel, le climat méditerranéen chez nous, c'est pas de pluie, ou quasiment pas de pluie, du mois d'avril-mai jusqu'à fin octobre, parfois même plus tard. Et vous pouvez donc deviner les conséquences sur l'élevage bovin. Et puis bien sûr, toutes ces observations amènent à se poser des questions sur les enjeux à venir. Alors, toujours dans le contexte, cette figure, vous la connaissez tous. Au cours des 50 dernières années, les disponibilités en eau dans la zone Moyen-Orient, Afrique du Nord, ont très sensibles baissé, du fait de l'augmentation démographique principalement. Et en fait, la majorité de ces pays sont aujourd'hui classés sous le seuil des 1000 m3 par habitant et par an, qui sont considérés comme un seuil de pauvreté, voire de rareté prononcée en eau. Et malheureusement, les projections sur les années à venir nous sont bien optimistes, puisque vous le voyez, le Maroc, comme toute la zone MENA, l'Espagne, et un degré moindre, et aussi de la France, c'est des pays qui risquent de connaître des stress hydriques très poussés avec toutes les questions qu'il peut y avoir pour les activités humaines, les activités d'élevage, etc. Alors, par rapport à cela, comme on vous l'a dit ce matin, l'approvisionnement reste surtout assuré par une offre atomisée, une écrasante majorité de petites exploitations qui ont moins de 5 vaches, et qui continuent à être la source première de la matière première, c'est-à-dire le lait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre deux exploitations voisines, on va avoir des pratiques agricoles très disparates. Certains vont faire tel fourrage, d'autres un autre type de fourrage. Et ça mérite donc d'être analysé. Et en fait, on le voit aussi, cette affaire de valorisation de l'eau, d'usage d'eau par l'élevage, ça peut amener à différentes échelles d'analyse. On peut faire ça à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une région, surtout irriguée, là où il y a un barrage, on peut aller s'intéresser où va l'eau, ou carrément à l'échelle d'exploitation agricole. Et justement, pour ma part, je considère que l'exploitation agricole, c'est très intéressant d'aller comprendre un peu ce qui se passe dans ces exploitations. Alors pour résumer, voici donc la série de fonctions de production qu'il y a derrière la valorisation de l'eau par l'élevage. Les trois sources d'eau que j'ai évoquées à l'instant, l'eau de surface, l'eau des précipitations et l'eau souterraine, donc tous les creusages de puits, de forages, qui ont beaucoup augmenté au cours des dernières années pour faire face justement à ces changements des régimes de précipitation. Toutes ces ressources d'eau vont être intégrées dans une parcelle agricole, qui est généralement fourragère. Les fourrages vont utiliser ces ressources en eau pour produire de la biomasse qui va nourrir un troupeau bovin. Et comme l'écrasante majorité des élevages ne sont pas spécialisés, ils vont produire à la fois du lait et de la viande. Donc on le voit, il y a une série de fonctions de production qui doivent être comprises et quantifiées.
Alors, on avait commencé une série d'études à partir de la fin des années 2008-2009 pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait au niveau de l'échelle de l'exploitation agricole. Les premières recherches ont été faites dans un périmètre de grande hydraulique qui s'appelle le ZETA. Vous avez une très belle photo, donc on voit très bien, on devine qu'il y a un barrage en amont, et en bas, donc, la série de parcelles. La photo est prise au mois de mai, on voit donc les parcelles en jaune, finalement, c'est des céréales, qui sont déjà mûres, et les parcelles en vert, c'est de la luzerne, qui va donc être irriguée pour nourrir le cheptel bovin. Et finalement, 25 000 hectares de luzerne sur 100 000 hectares irrigués, donc c'est près du quart, donc ça montre aussi l'importance de l'activité fourragère pour nourrir le cheptel bovin. Et on avait découvert à l'époque que les empreintes hydriques, pour produire un litre de lait, c'est 1,8 m3 d'eau, donc on est quand même à 80% par rapport à ce que j'ai présenté tout à l'heure. Et pour la viande, on est à 10,6 m3 d'eau par kilogramme de gain de poids. Quand on convertit ça en viande, on est à peu près à 20 m3 d'eau. Donc on reste dans les références internationales, mais avec, on va dire, un léger dépassement qui peut être lié aux mauvaises pratiques agricoles, notamment sur l'irrigation etc. Alors on est revenu dans une autre région s'intéresser à ces histoires de valorisation de l'eau, cette fois-ci en accordant plus d'importance à l'origine de l'eau, parce que pour ma part, je pense que c'est fondamental. Alors on a travaillé dans une autre plaine qui s'appelle le Seiz, qui est une plaine irriguée, mais il n'y a pas de barrage, c'est essentiellement irrigué avec des sources d'eau, ou alors avec des puits privés. Qui est légèrement plus arrosée que la plaine du Tchadba, on est passé de 460 à 560 mm par an, et ici avec des possibilités accrues d'usage d'eau souterraine, parce que comme je le disais, c'est à côté de la montagne, il y a des résurgences d'eau, donc il y a des creusages de forage. Et comme je le disais à l'instant, on a apporté un intérêt majeur à l'origine de l'eau, précipitations, etc. Et ce genre de recherche amène aussi à se poser des questions sur les réflexions ou sur les possibilités d'intervention à la terre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, suivre une série de fonctions de production, le suivi des usages d'eau à la parcelle, avec la distinction des différentes origines de l'eau, eau de précipitation, eau de surface, des irrigations à partir des céréales, des canaux d'eau, ou carrément des irrigations à partir des pompages dans de l'eau souterraine. Le suivi des itinéraires techniques des fourrages, tout ce qui est suivi agronomique, les intrants utilisés, le type de fertilisation, etc. Et ce qui est fondamental pour bien suivre donc cette série de fonctions de production, le suivi des productions de fourrage de biomasse. Et là, bien sûr, il faut aller à la parcelle, faucher les fourrages et déterminer les volumes qui sont donc distribués aux bovins. Par la suite, pour constituer les rations distribuées aux bovins, le contenu en nutriments, des choses que nos zootechniciens connaissent bien, le contenu en énergie, en UFR, en azote digestif, PDE, PDE. Et puis bien sûr, aller voir les rations, ça amène aussi à s'intéresser à l'eau virtuelle. Tout ce qui est acheté de l'extérieur sera converti en volume d'eau virtuelle. Par la suite, on suit donc les fonctions jusqu'à la fin, les volumes de lait et de viande qui sont produits au cours d'une campagne agricole, une année, et finalement l'économie de la production, parce qu'on a des indicateurs sur ce qui est injecté dans le système et ce qui sort du système. Alors très rapidement, une présentation des 5 exploitations où on a fait ce travail, parce que vous comprenez, c'est beaucoup de travail, on ne peut pas avoir de gros échantillons. On est sur des exploitations en moyenne de 5 hectares, avec des cultures fourragères assez diverses, de l'avoine, du persil, un trèfle d'Alexandrie, de la luzerne et du maïs. Luzerne et maïs étant beaucoup plus des cultures d'été, à la différence donc de l'avoine et du persil, pardon, qui sont des cultures d'automne, printemps. Bien sûr, ces exploitations pratiquent d'autres cultures de rente, les céréales, l'arboriculture, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ce qui est intéressant, on voit que les exploitations ont accès à de l'eau d'origine diverse, soit des puits, soit de l'eau de surface, soit de l'eau des nappes. Alors, les volumes d'eau consommés par les différentes cultures sont bien sûr très disparates. En jaune, sur la dernière colonne, vous avez donc la moyenne, et en jaune, vous avez donc l'origine de l'eau. Et là, c'est intéressant de voir que certaines cultures sont totalement pluviales. C'est le cas d'Arwan, qui valorise surtout de l'eau pluviale. En revanche, vous avez des cultures qui dépendent beaucoup plus d'eau souterraine, et bien sûr, c'est surtout les cultures estivales, parce qu'il ne pleut plus. Pour pouvoir produire, on est obligé d'irriguer. Vous voyez, par exemple, pour produire du maïs, c'est 7256 mètres cubes d'eau par hectare, et ces 7256 représentent
5% du volume total. Donc c'est de l'eau souterraine qui va contribuer bien sûr au problème de l'assèchement des nappes phréatiques. Alors par la suite, vous avez ici les rendements. Sans rentrer dans les détails, on voit que les rendements en fourrage sont très disparates. Et là aussi, ça montre qu'il y a des exploitations plus performantes que d'autres. Tout à l'heure, je reviens un peu en arrière, juste un mot pour dire que les exploitations qui étaient en goutte à goutte, celles qui ont la possibilité d'irriguer avec des systèmes de goutte à goutte, ben finalement, c'est elles qui surutilisent de l'eau. Parce que malheureusement, le goutte à goutte donne une attitude d'irrigation, c'est une simplicité d'irrigation, et ça fait que souvent, on voit que ça surutilise de l'eau. Ça, c'est des résultats que les gens qui travaillent en hydrologie confirment aussi ça. Donc, par rapport aux usages d'eau virtuels, ben finalement, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'eau sous forme virtuelle qui est intégrée par page et par an ou par eau en croissance et par an. Et bien sûr, ça va renforcer donc l'offre hydrique, si j'ose dire, au niveau de ces exploitations. Dernière observation, c'est les rendements moyens en lait en viande. Ce ne sont pas des élevages spécialisés, ils font un peu de viande, et on est sur des rendements qui restent très inférieurs au potentiel. Et là, ce matin, ça a été discuté. Parfois, on amène des races très productives, mais elles n'arrivent pas à produire à la hauteur de leur potentiel. Alors, ce dernier tableau illustre un peu finalement le résultat final de ces recherches. Déjà, la première ligne en haut, donc, vous donne la quantité moyenne d'eau pour produire 1 kg de lait. Donc, vous voyez que c'est 1,6 mètres cubes. On reste sur des références comme celles qu'on avait trouvées dans la première recherche. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on fait le bilan sur l'origine de l'eau, eh ben, il n'y a finalement que 13% de ce volume total qui vient de l'eau souterraine. Donc le lait ne contribue pas énormément à pomper dans la nappe souterraine. Pourquoi? Parce que l'essentiel de l'offre alimentaire consommée par les vaches, c'est des fourrages pluviaux ou c'est des fourrages qui ont bénéficié de l'eau pluvieuse. Pour la viande, l'observation est encore meilleure, puisque vous voyez que à peine 2% du volume total de l'eau consommée pour produire de la viande vient de la nappe phréatique. Ce qui veut dire que l'essentiel de l'eau, c'est soit l'eau souterraine, soit l'eau pluvieuse. Alors la dernière ligne donne un peu les chiffres de la valorisation économique de l'eau. Et on trouve pour la viande, parce que vous le savez très bien, pour l'agriculteur, lait et viande sont complémentaires. Le lait, c'est les ventes quotidiennes. La viande, bien sûr, c'est la vente de veau. C'est quelque chose de plus stratégique pour faire face à de grosses dépenses. Ben, on trouve des chiffres de valorisation de l'eau d'irrigation, je ne parle pas de l'eau de pluie, très intéressants. 12 dirhams, l'équivalent d'1 € et quelques par mètre cube d'eau d'irrigation, c'est des chiffres que n'atteignent même pas les cultures de rente. Beaucoup de cultures de rente ne sont pas à ce niveau de valorisation de l'eau. Donc finalement, l'élevage, c'est une activité qui se présente comme étant très compétitive pour utiliser l'eau d'irrigation, parce qu'elle utilise surtout de l'eau pluvieuse. Alors, que nous enseigne finalement ces suivis qu'il faut bien sûr prendre à leur juste valeur? On est sur 5 exploitations. Il faut par la suite avoir plus de références, c'est des travaux qui demandent plus de suivi d'exploitation. Tout d'abord, c'est confirmer que l'élevage bovin valorise surtout de l'eau pluvieuse. Je pense que c'est un enseignement fondamental dans un pays à stress hydrique, comme le Maroc, dans des régions favorables. L'élevage bovin, c'est d'abord de l'eau pluvieuse. Et bien sûr, c'est un rôle qu'il va falloir qu'on intègre à ce que nous discutons généralement lorsqu'on parle des rôles traditionnels de l'élevage, le manque d'exploitation, le fait de fournir des produits de haute valeur ajoutée, etc. Alors bien sûr, ces résultats posent un ensemble de questions. Quelles possibilités d'intervention? On le voit très bien, il y a encore des marges énormes de progression, aussi bien en termes de maîtrise des irrigations, en termes de maîtrise du rationnement des bovins, en termes de maîtrise de la conduite des fourrages, et en aval, donc en termes de maîtrise des aspects zootechniques de base. Puis bien sûr, il faut raisonner à l'avenir, il va falloir dès maintenant intégrer cette affaire de changement climatique. Les choix futurs doivent dès maintenant prendre en considération ces choses-là. Le changement climatique qui s'avance, et puis il va aussi de la durabilité économique et sociale du maintien de cette activité de production bovine dans beaucoup d'exploitations. Ce matin, ça a été dit, si l'éleveur n'arrive pas à être rémunéré correctement, il risque d'abandonner son travail. Et puis j'insiste, puisque c'était le titre de ma présentation, les politiques publiques, finalement, par rapport à ces résultats, quelles possibilités de régulation? Il faut intégrer cette histoire de disponibilité d'eau dans le dimensionnement de nos systèmes bovins laitiers. Alors bien sûr, ça amène aussi à se poser des questions sur d'autres contextes, notamment des zones plus arides, parce qu'on voit aujourd'hui se développer un ensemble d'élevages dans des zones très arides,
dans des confins quasiment désertiques, est basé sur un mythe. Il y a un mythe qui tourne aujourd'hui autour d'un rachage, d'une irrigation en goutte à goutte et le maïs en silage. Il y a même des débats faits aujourd'hui qui vont jusqu'à proposer cela comme étant un remède au problème donc, du stress hydrique. C'est vrai que récemment, le maïs, c'est une culture qui a connu des avancées importantes en termes de rendement, de biomasse à l'hectare, en termes de facilité de travail. Donc vous avez de très belles photos qui montrent un sentier d'ensilage, c'est facile, on prélève la matière, on la stocke, elle est disponible. Mais, par rapport à ces questions donc, de disponibilité en eau, tout un ensemble d'actions sont posées. Je l'ai bien démontré, le maïs est une culture d'été dans le pays méditerranéen, il ne peut quasiment pas valoriser de l'eau de pluie, ce qui va vouloir dire aller à partir des nappes. Puis bien sûr, il y a toutes les questions liées aux dépendances.